Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, un marché d'échange cette semaine qui sera influencé par 4 banques centrales. Alors ça commence fort dès demain avec la Banque centrale du Japon, on a la Banque nationale suisse. Bon, Banque nationale suisse, quoique ça peut être important la Banque nationale suisse parce que ça peut aussi donner un message sur la façon dont l'Europe s'ajuste à ce que fait la BCE, donc on verra. D'ailleurs on va regarder l'euro CHF, une fois n'est pas coutume. On va regarder l'euro CHF, techniquement est assez propre de toute façon ces dernières semaines. Alors, un coup d'œil rapide sur l'agenda macroéconomique. Pour ceux qui êtes avec Sylvain, vous l'avez déjà vu, les autres, on le découvre. Hyper chargé cette semaine. Là, j'ai simplement filtré le calendrier économique des l'IFX en laissant les statistiques à impact fort. Bon, bah, il n'y a jamais eu, c'est une des plus grosses pages, hein. Là, on a presque 2 pages de statistiques. Il y en a au moins 10 à importance forte chaque jour. Alors, pas aujourd'hui, mais ça commence demain, le 15 mars. La Banque centrale du Japon, les fameuses ventes au détail aux États-Unis. Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas de statut S. Malgré tout, le dollar baisse. Depuis 2 semaines, même 3, le dollar baisse. Je vais revenir dessus. Sur les raisons de la baisse, simplement attention à une chose cette semaine. Les États-Unis sont passés à l'heure d'été. En Europe, on passe à l'heure d'été dans 2 semaines. Ce qui fait que toutes les statistiques américaines à heure de Paris sont avancées d'1 heure. Donc, cette semaine, les statistiques à importance forte pour la plupart sont publiées à 13h30, heure de Paris, et surtout le FOMC a lieu à 19h de Paris. Alors d'ailleurs, nous on vous propose mercredi une émission spéciale à partir de 18h45 pour les conséquences du communiqué de presse de la Fed, notamment sur le dollar US. Alors justement, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de l'euro, hein, bon, pour les raisons qu'on connaît, on ne va pas revenir dessus, beaucoup parlé des devises des matières premières, puis le dollar US, lui en face de ça, il était neutre, donc il permettait aux devises vraiment tendanciel de s'exprimer face à lui. Cette semaine, c'est le contraire, c'est le dollar américain, parce que toutes les publications macro qui n'ont pas eu lieu la semaine dernière ont lieu cette semaine, notamment les ventes au détail, et en plus de ça, donc au cœur de la semaine, Madame Yellen qui s'exprime, puisque cette réunion du FOMC s'accompagne d'une conférence de presse, ce qui n'était pas le cas en janvier dernier. Alors, moi mon sentiment c'est que bon, la Fed relèvera pas ses taux, c'est ce que disent les probabilités, c'est ce que nous dit le dollar US dans sa façon d'évoluer depuis quelques semaines, et c'est aussi ce que dit le dernier livre beige qui avait été proposé par la Réserve fédérale des États-Unis. Alors c'est pas dans son mandat, mais pourtant elle le fait tout le temps, la Fed, elle parle du taux de change, de plus en plus du taux de change du dollar US. Donc cette semaine, ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre sur des stratégies d'achat de paires en dollars pour justement ce scénario d'une réserve fédérale accommodante. Ce sera l'enjeu, donc en tout cas la façon dont moi je vais me positionner dans ce Good Morning Euro Dollar tout au long de la semaine. Bon, forcément, si la Fed relève ses taux mercredi, bah écoutez, là ça sera complètement planté. Mais bon, moi de toute façon, les stratégies trading, je les propose en amont des décisions de politique monétaire. Le jour J, c'est position fermée, le compte de trading. Toutes les positions clôturées et on observe. Donc l'idée c'est là, il y a une fenêtre temporelle d'ici mercredi 19h. C'est probablement là, et puis à partir ensuite jeudi vendredi qu'il y a des choses à faire. Bon, donc voilà, un agenda macro hyper chargé. Dès demain, les ventes au détail, d'ailleurs le consensus Bloomberg est pessimiste pour l'évolution des ventes au détail en février aux États-Unis. Mercredi, donc l'indice des prix à la consommation en février, ça c'est aussi hyper important. Et le soir même, la Réserve fédérale à 19h, puis à 19h30, donc le communiqué de presse de Madame Yellen. La Banque centrale du Japon, c'est en début de semaine. N'oublions pas, jeudi 17 mars, juste après la Fed, on enchaîne sur la Banque nationale suisse à 9h30 et la Banque d'Angleterre à 13h. Voilà pour le topo. Donc, bonjour à tous. Je vais faire le tour des paires majeures. Ça va très bien. Bonjour Seb, ça roule. Alors, je vais juste... ça c'est bon. Un peu. Hop. Voilà. Il y a juste un peu, je réajuste un peu le son un peu partout. Et voilà. Ok. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est justement la bonne question. Le graphique weekly de l'US Dollar Index, concrètement, on baisse depuis le début de l'année, on baisse depuis fin janvier aux États-Unis. Euh, alors, pas les pauses moyen long terme, ça c'est autre chose, mais celles-ci, à moyen long terme, elles sont pour la plupart sans effet de levier.
Donc peu importe la vol propre à une séance. Ok, donc l'US dollar index baisse depuis la fin du mois de janvier. Techniquement, il avait piégé les investisseurs justement en janvier. Fin janvier réintègre les sommets de 2015. La semaine particulièrement baissière, c'était fin février, avec cette structure en avalement baissier formant l'épaule droite d'une structure de sommet en épaule tête épaule. Le marché est enfin sorti par le bas de ce canal. Je confirme donc mon scénario de baisse sur l'US dollar index de FXM avec des cibles entre à 11 900 et 11 850. Donc ça c'est la structure de ma pensée technique cette semaine. Maintenant sur les autres taux de change. Le taux de change euro-dollar, bon bah la semaine dernière, qu'est-ce que ça a donné sur le chandelier weekly la semaine dernière? Bon, bah, un chandelier haussier, c'est clair, puisqu'on est parti des 1,08 mèches basses. On a cassé les indices 60. Alors je me méfie toujours de l'euro parce qu'au final, alors je m'en méfie, oui et non, l'euro se renforce. Alors l'euro se renforce alors que la Banque Centrale Européenne a développé tous ses programmes monétaires, mais elle a aussi dit qu'elle irait pas plus loin. Bon, après ça, en même temps, elle dit ça maintenant. Bah, sur le plan technique, au-dessus des indices 60, c'est le niveau de prix qui peut être utilisé donc pour une stratégie d'achat. C'est le support indice 60. C'est le niveau horizontal ici, regardez sur vos graphiques weekly, qui à chaque clôture donne le point de départ d'au moins derrière 2 semaines d'une phase directionnelle. Donc bah là, vu le chandelier qui est sous nos pieds la semaine dernière, Silly, voilà, indice 60, c'est le niveau qui m'intéresse. Donc là, on est à 1,1119, ça baisse à court terme. Peut-être qu'il s'agit d'un pullback. En tout cas, c'est une possibilité. C'est le seul niveau techniquement propre à court terme sur l'euro dollar. C'est indice 60, indice 80, indice 60. Donc ça, c'est à surveiller. Alors, le taux de change AUD-USD a enchaîné 2 semaines consécutives de hausse. Ça, on vous en parle régulièrement. Il a atteint 0,76, qui était une cible technique importante. Mais je ne pense pas que ces 0,76 soit la fin du mouvement haussier de fond. Au contraire. Par contre, il ne faut pas s'attendre à non plus à ce que ce marché enchaîne les séances consécutives de hausse. On est assez loin maintenant des premières moyennes mobiles. Alors, ce qu'on pense qu'on a une tendance haussière maintenant qui débute, il faut de temps en temps regarder quelques indicateurs de tendance. Et je regardais donc celles qui sont pourtant assez courtes. Elles sont assez éloignées du niveau des cours. Et c'est la même chose pour la plupart des obliques chartistes. Donc, on va dire que c'est les deux gros indicateurs pour capter la tendance. On peut se replier, mais on ne va pas revenir à 73,50 ou 74. C'est beaucoup trop bas. J'envisage sur ce chandelier weekly, sur ce graphique weekly, de faire confiance au sommet du chandelier de la semaine de fin février et à la base de celui de la semaine dernière. Donc, quel serait un bon point d'entrée sur la UD-USD en cas de repli, comme c'est actuellement en cours? J'aurais tendance à dire 0,7450. 0,7450, 0,7480. Donc à peu près comme l'euro dollar, quelques dizaines de pips en dessous du niveau actuel des cours. Et là je pense que, bah oui clairement, regardez, en H4, il y a même limite une div, en tout cas on vient de la zone de surachat, ça va baisser en H4. Alors, il y a peut-être aussi une ligne de tendance qu'on peut essayer de tracer en H4. Je vais la tracer parce qu'elle peut être pas mal. Alors l'idée par contre c'est pas de le vendre pour viser le retour sur... Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais ce serait de la contre-tendance. Ce qui va m'intéresser ce sera 74,50 ainsi que 7 obliques en H4. Alors la nuit dernière il y a eu des chiffres liés aux transactions par carte bancaire qui ont été publiés en Australie, elles sont pas bonnes. Donc voilà, alors c'est important parce que vous connaissez la partie importante de la consommation des ménages qui se fait via transaction par carte bancaire, via paiement par carte bancaire, pardon, donc c'est aussi un indicateur de la consommation, donc c'est suivi par le marché. AUD-USD, 0,7450, c'est le niveau de prix que je surveille, à l'intérieur duquel je pense que dans cette zone on pourra commencer à se stabiliser. Mais là à court terme ça baisse, c'est comme l'euro-dollar, c'est comme la USD comme toutes les paires en dollars. Et ça vient de quoi? Bah écoutez, US dollar index vient de baisser pendant 2 semaines et peut effectuer un pullback. La première résistance c'est entre 12 000 et 12 040 sur l'US dollar index. C'est la base de cette structure en avalement baissier qui a agi notamment la semaine dernière puisqu'on a bien baissé ici sur l'US dollar index. Donc ça aussi ça peut être une façon de se positionner avant d'envisager un support sur une paire en dollars. Alors avant d'envisager
un AUD USD sur support ou un euro-dollar sur support, aussi un positionnement de la devise de contrepartie, le dollar US, sous résistance. Ça peut aider. Et donc elle est à 12 000 pour la vol basse, donc la mèche, et à 12 040 pour le cours de clôture. On a qu'à dire 12 020 points pour une bonne résistance sur l'US dollar index. Le GBP USD. Alors le GBP USD, vous l'avez sous les yeux, en HE6. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi un bon véhicule d'investissement pour la faiblesse du dollar US? Moi, avec le GBP, honnêtement, pourquoi pas? Parce que techniquement, ça se... Pourquoi pas? On a effacé d'ailleurs tout l'impact de ce grand corps du mois de février. Hein. Cette dernière semaine de février, on était passé de 1,44 à 1,38. On a refait d'ailleurs 1,44. Après, moi, je suis toujours très méfiant sur le GBP USD. D'ici, de toute façon, le référendum du 23 juin prochain, on peut avoir tout un tas d'éléments exogènes, des prises de parole d'hommes politiques, des choses comme ça, ou des sondages qui peuvent nuire au GBP, tout comme le soutenir. Hein. Ça, je sais pas, mais en tout cas, le rendre volatile. Donc, ce qui peut malmener des stratégies. Donc, je ne chercherai pas à utiliser le câble pour une stratégie liée au dollar US. Je vais essayer plutôt de me positionner sur des devises principales qui soient moins volatiles. Et c'est pas le cas du GBP. C'est ce que j'ai tenté de vous montrer la semaine dernière dans le webinaire sur le Brexit, en vous montrant des indicateurs de volatilité implicites. Le taux de change USD-Yen. Alors, le taux de change USD-Yen, alors pour le coup, le weekly chart, lui, est toujours intéressant, c'est toujours le même. On fait un range entre 111 et 115. Donc, on est en train de consolider, mais dans le sens renforcer, l'énorme structure en épaule tête épaule qui avait été activée fin janvier. Donc c'est parfait. J'estime toujours qu'entre 115 et 116 se trouve une zone de résistance extrême qui peut être utilisée pour des stratégies de vente. Alors peut-on vendre l'USD Yen? Écoutez, moi j'ai pas de difficulté à envisager la vente de l'USD Yen, quel que soit l'avenir des indices boursiers. J'arriverais presque maintenant jusqu'à considérer que l'USD Yen, c'est les anticipations du dollar US, et puis le Yen se renforce de toute façon parce que la BOJ, d'ailleurs demain la BOJ, elle est attendue avec un statu quo. Alors c'est peut-être la devise sur laquelle il faut se concentrer dans l'immédiat, parce que dès demain, demain matin, vous avez donc une décision de politique monétaire de la RBA qui est vraiment attendue donc, sur son statu quo, donc ce qui devrait renforcer le Yen. On constate d'ailleurs que l'USD Yen plafonne même dès les 114, il ne remonte même pas chercher les 114,90. Alors envisager à ce moment-là une baisse du Yen, pourquoi pas. Pour ce qui est du très court terme, en effet, à l'intérieur du range principal 111-115, on en forme un entre 112,30 et 114. Alors est-ce que 114 est déjà une bonne résistance? Ça c'est par contre moins évident à dire. Ça, honnêtement, je ne serais pas capable de répondre avec une conviction forte. Mais on peut partir du principe qu'on a déjà à 114, 114,40 une première résistance. Donc elle peut s'utiliser et renforcer en cassure des 112,20 parce que c'est là où se trouve une zone de vol importante. Briser 112,20, ce serait vraiment un signal de baisse. Après voilà, moi je cherche toujours de toute façon des résistances entre ce marché ne remontera pas à 116. S'il avait voulu remonter à 116, il l'aurait fait la semaine dernière. Lorsque les marchés actions, et notamment lorsque Wall Street a décidé de monter. Le SP500 il a monté, le Dow aussi, les indices Nasdaq aussi, pas l'USD Yen. Donc je doute quand même qu'un jour on revoit 116. Donc la zone en fait optimale de vente est plutôt 114-115 que 115-116. Parce que 116 je ne pense pas qu'on va les revoir. Donc entre 114 et 115. Ensuite, reste à parler du NZD-USD et de l'USD-CAD. Le NZD-USD a rebondi la semaine dernière sur une ligne de tendance. Mais la semaine dernière, c'est aussi l'impact baissier dans un premier temps de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande avant que la ligne de support oblique agisse à la hausse. Mais au final, le taux de change AUD-USD, il est quand même bloqué par l'effet de la RBNZ ici, donc qui forme une résistance à 67,50, et en même temps soutenu par cette ligne de tendance là,
qui est aussi une ligne de tendance qui représente la faiblesse du dollar US face aux devises des matières premières depuis 4-5 semaines, voire un peu plus. Cette semaine pour l'USD-CAD. Donc elle me semble finalement, le NZD-USD, la moins directionnelle des paires de devises opposant donc dollar US et devises des matières premières. Je la mettrai finalement après en termes d'intérêt technique, je la mettrai après l'USD-CAD et la UD-USD. Et donc là elle est au milieu de nulle part, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire. Alors le taux de change USD-CAD commence à ralentir, c'est justement là où je commence à me méfier, même si pour le coup il n'y a pas vraiment de signal positif. La seule chose qui m'invite à le mettre de côté, l'USD-CAD, par rapport à d'autres taux de change en matière première, c'est la durée du mouvement baissier qui commence à devenir importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines consécutives de baisse. Alors j'ai pas compté, j'ai pas refait tout l'historique de cours de l'USD-CAD pour savoir si on avait déjà connu 8 semaines consécutives d'une phase directionnelle, mais simplement sachez ça, 8 semaines consécutives de baisse, sans remontée, sans rien, sans range. Un moment ou un autre, on s'y expose à cette remontée ou à ce range, et ça peut même parfois être déclenché par un indicateur fondamental qui traditionnellement n'a pas cet impact-là, mais c'est juste la nouvelle qui fait que, allez, on en profite. On prend des bénéfices, on fait quelque chose. La première résistance weekly, maintenant, c'est 1,34. C'était le point d'accélération du 5 décembre dernier. Bon, voilà. Pour l'instant, le weekly chart n'est pas non plus une grande utilité. En données journalières, on baisse régulièrement, mais il y a peut-être le début. Alors, c'est pas vraiment une diff, parce qu'au final, ça pourrait être simplement un drapeau de momentum, donc il ne faut pas non plus s'emballer. Mais simplement, je constate que la baisse ralentit. Après, il n'y a pas de perspective positive tant qu'on se maintient sous 1,34. Ok, alors je vais revenir sur l'euro-dollar. Pour résumer, avant d'en venir à vos questions, 4 banques centrales cette semaine, dont 3 importantes et une un peu moins, on va regarder l'euro CHF, mais la BOJ la nuit prochaine qui peut renforcer le yen. Alors c'est pourquoi un USD yen sous 114-115, ça peut être intéressant, ça pour une stratégie de vente. L'euro CHF. Alors l'euro CHF tend à remonter depuis 2 semaines, après avoir dans un premier temps reculé. Sur le plan technique, j'apprécie la formation d'un support sur le niveau des 50, ici en weekly chart. Je pense que l'euro CHF a une bonne probabilité de remonter, alors déjà parce que l'euro remonte depuis la BCE. D'autre part, la Banque nationale suisse, elle, a des taux quand même qui sont négatifs pour la plupart. Alors cette semaine, elle n'est pas non plus attendue sur quelque chose de significatif. Elle devrait confirmer le maintien de ces 3 taux négatifs. Après, on verra dans l'absolu la façon dont M. Thomas Jordan se projette et le type de mots qu'il utilise. Et typiquement, l'euro a commencé à se renforcer jeudi dernier lorsque Mario Draghi a annoncé que jamais, enfin jamais, en tout cas maintenant, la Banque Centrale Européenne n'adoptera un taux de refinancement négatif. Alors lorsque ce dernier est ramené à 0,0 et que la Banque Centrale vous dit que ça ne deviendra pas négatif, vous en concluez comme les investisseurs qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour aller plus bas. C'est si on est à 0 que ça ne peut pas devenir négatif, on ne peut plus rien faire. C'est ça qui a donné le point de départ de la violente remontée de l'euro en intraday. C'est juste cette phrase-là. Donc l'euro CHF, ce qui serait techniquement positif pour lui, c'est de dépasser un 10. Et on redépasse un 10, on remonte chercher les récents sommets qui avaient été formés à 1,1175. En tout cas, voilà, j'apprécie, c'est aussi de voir le RSI Weekly construire un range entre 50 et 70. Alors, je retourne là sur cette charte. Et avant de répondre à vos questions, donc voilà, ça c'est la zone de prix, voilà, c'est simple. Quel support m'intéresse sur la USD? C'est 74,50. C'est 70 pips plus bas. On peut y aller. Là, le marché a envie d'y aller en plus. Donc je pense qu'on va y aller. Le niveau horizontal, l'oblique, et du momentum à dégonfler. Des micro-divs mais à dégonfler. Donc un indicateur a besoin de retomber. Le prix aussi. Et commencer à former un creux dans cette zone. Ce sera ce scénario là que je vais
sur lequel je vais me concentrer. Alors, Visiteur nous parle donc que c'est la guerre ouverte entre Mario Draghi et l'Allemagne. Ça, c'est bien possible. Ça a souvent été le cas. Alors, les indices boursiers, j'en parle dans le morning meeting. Le GBP AUD, c'est parti. Alors, le GBP AUD, on commence par ce graphique weekly. Alors, GBP AUD semble avoir stoppé sa baisse. Alors, bon, GBP AUD, là c'est certain que lorsqu'on va sur des graphiques de long terme, c'est presque anecdotique ce qui se passe à court terme. Après forcément, lorsqu'on zoome, on se rend compte que ces 400 pips sont invisibles sur un graphique weekly. Mais c'est normal que ce soit invisible lorsqu'on en a perdu 3000 sur les derniers mois. Donc 400, ça fait pas grand chose. Alors est-ce que le GBP AUD a fini de baisser? Il a fait un 89, il commence à se stabiliser. Pour l'instant, rien sur le plan de l'action des prix et du momentum me dit que ça a fini de baisser. En tout cas, pas sur les charts de long terme. Maintenant, à court terme, on a dans l'esprit une espèce de dive. On a tenté d'accélérer le 10 mars dernier pour finalement retomber, mais on ne casse pas et on ne fait pas de nouveau plus bas. J'aurais tendance à dire, pour répondre à la question de Sébastien, est-ce que le GBP AUD a fini de baisser? J'aurais tendance à dire que il s'installe dans un range à court terme. Donc il n'a pas fini de baisser. Parce que si on dit qu'il a fini de baisser, c'est qu'il. Moi je dis ça comme finalement haussier. Il s'installe dans un range qui sera probablement celui délimité par la volatilité haute du 10 mars et les points bas récents. Donc entre 1,8950 et 1,9250. Ce qui signifie que je pense que 1,9250 est une bonne résistance pour vendre. Donc oui, à court terme, là, on peut envisager qu'ils reviennent chercher le niveau des 1,9250. Alors les indices boursiers, je les regarde en détail tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui achète les indices? Les gérants, les banques d'investissement, les maisons de gestion privées, les asset managers, en gros. Ils achètent les indices. Ils sont tous très contents. De toute façon, ils n'ont qu'un intérêt, c'est que ça monte. S'ils sont tous d'accord pour acheter, voilà, pour répondre à ta question. Alors, AUD USD, exactement, 0,7425. 74,25, oui, pourquoi pas, de toute façon, si je vais chercher l'oblique, ouais, c'est 74,50 qui va m'intéresser. Quand je vais laisser le marché retomber jusque dans cette zone. Ah d'accord, ok. Oui, à court terme, entre 1,89 et 1,9250, on va... Voilà, mais je pense qu'on finira par en sortir par le bas de ce range. Alors, voilà. Et puis donc cette semaine, la Banque d'Angleterre, elle aussi, elle est attendue sur le statu quo. D'ailleurs, comme toutes en fait cette semaine, 4 banques centrales pour 4 non-interventions, mais 4 conférences de presse aussi et communiqués qui là pour le coup auront un impact fort. Alors je vous rappelle, cette semaine, pour le FOMC, c'est pas 20h, c'est 19h. Et ça, pendant 2 semaines, toutes les statistiques US sont avancées d'une heure, parce que aux États-Unis, ils sont passés à l'heure d'été, alors que nous, ce sera le week-end du... Ce sera dans la nuit du 26 au 27 mars, où on retrouvera l'alignement classique en termes d'horaire pour la publication des stats US. Voilà, allez, écoutez, je vais vous laisser, ça fait 25 minutes, donc la prochaine émission c'est justement sur les matières premières, et puis moi je vous retrouve à 11h pour le morning meeting où je décortiquerai la situation technique des indices, ainsi que leur potentiel, en se laissant guider non plus par l'Asie, parce que
L'évolution de la bourse chinoise a eu beaucoup d'impact sur l'ouverture européenne pendant plusieurs mois, ça a changé à court terme. L'Europe se réaligne sur ce que fait Wall Street. C'est pourquoi en fait, lorsque vous utilisez vos cours de clôture journaliers, la clôture des marchés actions européens à 17h35 à Paris ne donne pas forcément la direction du marché le lendemain matin. Par contre, celle de Wall Street, ça peut être aussi l'avantage du CFD, c'est que le chandelier D1 du CFD va beaucoup plus intégrer la seconde partie de séance de Wall Street que va ne faire l'indice au spot, qui lui de toute façon ne cote plus. Donc si vous prenez les chandeliers de l'indice CAC 40 spot la semaine dernière, avec des clôtures à 17h35, c'est que des pièges. Parce qu'à chaque fois Wall Street à 22h n'était pas dans la même situation à 22h qu'à 17h35. Allez, on en reparle tout à l'heure à 11h. Merci à tous et à tout à l'heure.